L'an 1000 marque un temps de profond renouveau artistique pour l'Europe de l'Ouest. Toutes les conditions sont à ce moment réunies pour faire de cette période un temps d'essor et de développement en Occident. Il y a un pouvoir politique stable et durable qui s'installe, celui des rois capétiens. En 987, Hugues Capet est sacré roi des Francs et le domaine royal se renforce au fil des règnes. Dans les campagnes, nous sommes au début de la période des grands défrichements qui affectent durablement la société médiévale et la remodèlent en profondeur. Nous sommes enfin au terme de la période des grandes invasions, les incursions scandinaves et sarrasines cessent, les échanges commerciaux se développent tandis qu'une paix durable s'installe grâce au mouvement de la paix de Dieu. L'an 1000 est donc le début d'une période de reconstruction qui est marquée par le retour en force des pèlerinages. Il apparaît nécessaire de restaurer ou de reconstruire les vieilles églises du Haut Moyen-Âge qui ont été détériorées par les invasions. Mais cette restauration se fait au goût du jour et elle prend en compte les progrès techniques dans le domaine de l'architecture. C'est le moment de profonds changements artistiques qui vont voir émerger successivement deux courants très marqués dans l'architecture, l'art roman et l'art gothique. Notre objet n'est pas de faire l'histoire détaillée de ces courants artistiques, il s'agit seulement de poser quelques jalons, quelques repères et de permettre, au-delà des évolutions et des différences à l'intérieur de chaque courant, de dégager une vision d'ensemble et de mettre en place un certain nombre d'outils d'analyse et de lecture. Au terme de ce podcast vidéo, vous devriez être, en toute logique, capable de différencier un édifice de style roman et de style gothique. Pour chacun des courants artistiques, d'ailleurs, nous nous appuierons sur un exemple d'édifice particulier. Commençons par l'art roman, c'est le premier des deux arts à émerger, et pour l'art roman, nous allons nous intéresser à l'église Sainte-Foy de Conques. L'art roman se développe en Occident de 900 à 1200 environ. Voici l'église qui nous intéresse, l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, et dès l'extérieur, nous voyons émerger quelques-unes des caractéristiques de l'art roman. L'aspect extérieur est austère, un peu rude, avec des murs qui s'affirment d'ores et déjà comme épais, imposants. Les décorations extérieures semblent quasi inexistantes, c'est la pierre à nu qui apparaît sans aucun ornement, pas de sculpture ni d'éléments décoratifs pour atténuer l'aspect sévère de l'ensemble. Et si on s'intéresse au chevet, c'est-à-dire à l'arrière de l'édifice, nous avons ici quelque chose qui est très très caractéristique de l'art roman. Il est possible de retrouver sur le chevet toute une imbrication de formes géométriques qui restitue visuellement à l'extérieur l'organisation de l'architecture intérieure. Il existe tout un étagement qui part du chœur jusqu'au demi-cercle du déambulatoire qui l'encadre et aux cercles qui correspondent aux chapelles elles-mêmes emboîtées dans le déambulatoire. Nous retrouverons tous ces espaces tout à l'heure lorsque nous aborderons le plan de l'édifice. Nous évoquions à l'instant l'absence d'ornement extérieur pour les édifices romans. En fait, le seul élément décoratif qui apparaît ici, il est possible de le retrouver sur de nombreux édifices de la période, c'est le tympan qui se trouve sur la façade principale. Le tympan est cet espace sculpté, semi-circulaire, situé au-dessus de l'entrée de l'église. C'est une place de choix, puisque le fidèle, en entrant dans le lieu de culte, ne peut manquer de voir ce qui y figure et qui pèse sur ses épaules comme une sourde menace. Le tympan de Sainte-Foy de Conques figure une des croyances fondamentales de l'époque, qui est le jugement dernier. Les fidèles sont en effet alors préoccupés par la question de leur salut, c'est-à-dire par la question de l'accès au paradis, qui se jouera justement au moment du jugement dernier. Entrons maintenant dans l'édifice et voyons les caractéristiques de l'architecture intérieure. Le plan, tout d'abord, qui fait apparaître des espaces bien distincts. Il y a tout d'abord les espaces destinés à accueillir les fidèles. L'édifice est constitué d'un grand vaisseau central, d'un premier quadrilatère que l'on appelle la nef. Celle-ci est encadrée de part et d'autre par des couloirs que l'on appelle les bas-côtés, eux aussi destinés à accueillir les fidèles. Et la nef croise en son extrémité un second rectangle, le transept, ce qui permet à l'édifice de constituer la forme symbolique d'une croix. Ce second rectangle qu'est le transept croise la nef en un espace que l'on appelle la croisée du transept. Viennent, après les bas-côtés, le transept, la nef, les espaces qui sont réservés au clergé. Tout d'abord le chœur, qui est la partie la plus sacrée de l'édifice, le chœur étant l'emplacement des cérémonies.
Ce chœur est ceinturé par un couloir qui prend la forme d'un demi-cercle et qui permet d'assurer la circulation autour du chœur, c'est le déambulatoire. Nous avons tout à l'heure de l'extérieur aperçu sa forme. Ce déambulatoire permet d'accéder à ces espaces quasi circulaires que sont des chapelles. Ce sont des espaces de prière particuliers, le plus souvent consacrés à un saint. Tous les édifices de type roman s'organisent autour du même plan. Il est possible de retrouver dans tous ces édifices les mêmes espaces. Mais poursuivons notre examen de l'intérieur de l'édifice. Ce que nous avions affirmé à partir de l'étude extérieure se vérifie ici aussi. Les murs sont nus, dépourvus de décoration et d'ornement. Au-delà de la majesté de l'édifice, l'intérieur est plutôt austère. Les murs sont épais, massifs, et les ouvertures peu nombreuses, ce qui accentue l'aspect plutôt sombre et austère de la construction. La coupole, ou la lanterne de la croisée du transept, percée de fenêtres, constitue une source de lumière non négligeable. Nous retrouvons ici ce grand vaisseau central qu'est la nef, encadré de piliers massifs qui ouvrent sur les bas-côtés. Ceux-ci sont surmontés d'une tribune. L'unique élément décoratif qui apparaît sont ces chapiteaux sculptés, ce sont ces chapiteaux sculptés qui sont à la jonction des colonnes et des voûtes et qui sont décorés de petits personnages. Ici, nous avons des soldats, on parle de chapiteaux historiés. L'intérieur de l'église romane apparaît donc comme très fonctionnel et tourné vers son rôle essentiel, qui est celui de lieu de culte. L'artisan et l'artiste sont confondus et si la décoration est présente, elle reste discrète et s'inscrit sans ostentation aucune dans les éléments architecturaux de l'édifice. Dernier élément caractéristique de l'art roman, il s'agit de son système de voûte. La voûte caractéristique de l'art roman est une voûte en demi-cercle ou voûte en berceau. Elle fait peser d'importantes contraintes, nous allons le voir, sur l'architecture de l'édifice. Évitons de considérer celui-ci d'ailleurs en termes de poids, mais plutôt de poussée. C'est important pour comprendre le système de la voûte. La voûte élevée, la clé de voûte, qui est la pierre la plus haute de la voûte, la clé de voûte posée, les murs poussent et ils ont une tendance naturelle à s'écarter. Afin d'éviter qu'ils ne s'effondrent, les architectes de l'époque ont donc adossé au mur d'imposants contreforts qui permettent de contrebuter la poussée de la voûte. Cela explique, entre autres, le peu de fenêtres et donc de lumière dans les édifices romans. Le percement de fenêtres fragilise la voûte qui tient par le jeu des poussées et le percement de fenêtres est rendu difficile par la présence à l'extérieur de ces pièces de maçonnerie massive que l'on appelle des contreforts. À partir de la voûte romane, les architectes peuvent cependant envisager quelques variantes. Il est par exemple possible de croiser les voûtes en berceau, comme ici sur les bas-côtés, on obtient ainsi une voûte d'arête. Des évolutions extrêmement nombreuses se produisent au cours de notre période dans ces édifices romans. Parmi les évolutions, signalons l'apparition de l'arc brisé qui présente une alternative intéressante à la voûte en berceau. Il présente une évolution sur laquelle nous reviendrons puisque cet arc sera repris à l'époque gothique. L'art roman que nous venons d'étudier se diffuse très largement sur la période à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest. Il est possible de le retrouver bien entendu dans le Royaume de France, l'Italie, le nord de l'Espagne, le Saint-Empire et l'Angleterre. Sur la fin de la période, il côtoie les édifices gothiques puisque les deux courants artistiques cohabitent à partir de 1100. Cet art gothique va petit à petit supplanter le roman. Il se diffuse de 1100 à 1500 environ sur une zone géographique beaucoup plus grande que l'art roman. L'ensemble de l'Europe de l'Ouest est concerné, et d'ailleurs la cathédrale gothique, dont le nom vient du terme cathédra, qui désigne la chaire de l'évêque, devient un élément de la fierté et de l'identité urbaine. Chaque ville médiévale désire une cathédrale, cathédrale qui se doit d'être, bien entendu, plus haute et plus belle que celle de la ville voisine. Parmi les cathédrales importantes, signalons celle de Reims, celle de Bourges, celle de Paris, par exemple. Comme pour l'art roman, commençons par l'aspect extérieur et voyons en quoi il diffère. L'exemple que nous avons retenu pour cette leçon est celui de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Exemple
d'autant plus intéressant que cette cathédrale est un lieu central en France. À l'époque, c'est en effet la cathédrale où se déroule le sacre des rois de France. L'aspect sobre et austère des églises romanes disparaît avec la cathédrale gothique. Constatons sur ces images, l'extérieur est entièrement décoré, tous les espaces sont envahis par les sculptures et les ornements, et ils se multiplient d'ailleurs au cours de la période jusqu'aux excès du gothique flamboyant qui en rajoute toujours plus. Les façades gigantesques sont travaillées telles de la dentelle avec une décoration étagée. Des entrées au niveau de la rosace en passant par les tours. La sculpture est présente partout. La façade de la cathédrale est un véritable livre qui se donne d'ailleurs à lire aux croyants. Sur la façade de la cathédrale de Reims, des scènes apparaissent clairement. Il y a par exemple le couronnement de la Vierge au-dessus de l'entrée centrale. Il y a le combat de David contre Goliath, et puis ici, la galerie des rois, avec les statues des différents rois de France, incétant la cathédrale des Sacres. Au centre de cette galerie figure le premier roi des Francs, Clovis, dans les fonds baptismaux. Notons que cela s'organise autour d'un élément central qui est la grande rosace, qui est véritablement l'élément de décoration très très caractéristique de l'art gothique. Ici, vous avez une image du couronnement de la Vierge, avec juste derrière la rosace centrale que j'évoquais tout à l'heure. Le plan. Voyons voir ce plan gothique, comparons-le au plan roman. Eh bien, le plan gothique ne fait apparaître guère d'évolution. L'édifice est tourné une fois encore vers l'est, c'est-à-dire vers la Terre Sainte. Il emprunte une fois encore la forme symbolique d'une croix, et si ce n'est par la taille qui est bien supérieure, il y a peu de changements, les mêmes espaces et le même vocabulaire se retrouvent. La nef, les bas-côtés, le transept, la croisée du transept, le chœur, et puis un certain nombre de chapelles rayonnantes ou orientées. La profusion de la décoration intérieure se retrouve pour partie à l'extérieur. L'art gothique est tout d'abord plus lumineux que l'art roman, et nous verrons que cela est lié au système de voûte. L'idée centrale dans l'art gothique est que Dieu est lumière et qu'il faut donc laisser entrer celle-ci dans la construction afin qu'elle illumine la foi des croyants. Les cathédrales gothiques sont donc beaucoup plus ouvertes avec de larges baies qui laissent entrer le jour, une rosace centrale qui perce la façade. Ces ouvertures sont alors ornées de vitraux, ces morceaux de verre coloré assemblés au plomb de façon à former un dessin. Il figure des scènes en rapport avec les Écritures et l'histoire religieuse, qui permettent d'animer un peu l'intérieur de l'édifice avec des lumières colorées et changeantes en fonction de l'heure de la journée. Mais la grande originalité du gothique, c'est aussi et surtout le système de voûte, ce que l'on appelle la voûte sur croisée d'ogives. La voûte romane en berceau disparaît totalement au profit de l'arc brisé et de la croisée d'ogives. Les ogives sont ces arcs en nervure qui se croisent au niveau de la clé de voûte. Désormais, les murs sont pour partie soulagés du poids de la voûte. Celle-ci est répartie entre les ogives qui elles-mêmes s'appuient sur des piliers. Afin de contrebuter la fameuse poussée de la voûte que nous avons déjà évoquée, la poussée se transmet à des arcs boutants qui eux-mêmes s'appuient ensuite sur des contreforts alourdis de pinacles. Le jeu des poussées se trouve ainsi équilibré et ce système présente d'autres avantages. Il est possible de construire des édifices plus grands dont la voûte s'élève bien plus haut que dans l'art roman, d'où l'aspect élancé des édifices. Dans ce système, les murs ne sont plus porteurs. Ils peuvent donc percer de larges fenêtres qui font entrer la lumière. Les contreforts ne sont plus collés à l'édifice puisque la poussée leur est transmise par des arcs-boutants. Rien n'empêche donc la profusion d'ouvertures et l'édifice gothique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, laisse entrer la lumière et offre aux croyants une autre vision de la religion, peut-être moins inquiétante qu'à l'époque romane, une vision de la religion dans laquelle Dieu est identifié à la lumière. Le gothique, bien entendu, ne cesse d'évoluer, du gothique primitif de Notre-Dame de Paris jusqu'au gothique flamboyant qui surcharge l'édifice d'éléments décoratifs.
À la fin de la période gothique, toutes les conditions sont réunies pour qu'émerge une nouvelle forme d'art qui va pousser l'exagération du mouvement et la surcharge décorative à son paroxysme, et ce sera l'art baroque.